Le balayeur balayé. Le balayeur balayé. Vous voyez un peu, voilà qu'il est contraint de laisser le tabouret. Après avoir demandé à Sorogium non, il a dit quoi? Tu n'es pas du RHDP, tu quittes le tabouret. Voilà. Après avoir demandé à Sorogium de quitter le tabouret, lui-même, Adama Bictogo, il est contraint, mais de quitter le tabouret. Vous voyez comment c'est drôle? Vous voyez comment c'est drôle? Et c'est Alassane Dramane Ouattara lui-même qui, devant tous les élus du RHDP, a dit, cette année-là, à la présidence de l'Assemblée nationale, mon candidat, c'est Hachi Patrick. C'est Hachi Patrick. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, la question est donc de savoir pourquoi Alassane Dramane Ouattara prend la décision de ne pas soutenir Adama Bictogo et de privilégier Patrick Hachi. Pourquoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que Adama Bictogo est quand même l'un des ténors du RHDP. Adama Bictogo fait partie de ceux-là qui ont mené toutes les luttes au RHDP, au RDR, jusqu'à ce que Alassane Dramane Ouattara, jusqu'à ce que le RDR se fonde en coalition dans le RHDP et qu'Alassane Dramane Ouattara accède au pouvoir. Donc, on ne parle pas quand même d'une personne banale, au fait. On ne parle pas d'une personne banale, on parle d'un ténor du RHDP. Donc, la question étant posée, nous allons chercher à répondre. Pourquoi j'ai décidé de faire ce live? Parce que je vois pas mal de personnes s'agiter. Oui, mais Ouattara est ingrat. Bictogo même, les gens, ils analysent la chose avec émotion. Voilà, ils analysent la chose avec émotion. Donc nous ici, nous on ne veut pas faire une analyse sur la base des émotions. Nous faisons une analyse politique. Donc c'est cette analyse-là, moi je suis venu vous faire. Au fait, Adama Bictogo, comme je le disais, c'est l'un des ténors du RHDP. Et au RHDP, là, pour vous qui n'avez pas encore fait attention, au RHDP, il y a une tradition. Il y a une tradition, ça veut dire que soit tu t'alignes au chef, soit tu te soumets totalement, ou alors tu deviens la cible. Quand au RHDP, tu commences à avoir une conduite isolée du groupe, quand au RHDP, tu commences à, à prendre trop d'initiatives, mais de façon personnelle, tu deviens tout de suite le cible. C'est comme ça qu'il fonctionne le RHDP. Et je vais vous démontrer ça par A plus B. Allons d'abord par quelqu'un comme Amadou Gon Coulibaly. Amadou Gon Coulibaly. Même avant Amadou Gon Coulibaly, même. Avant de parler du RHDP, bon, le RHDP, quand je dis RHDP, entendez par là RDR. Allons même, c'est-à-dire un peu, même en dehors du RHDP. Élargissons les choses en parlant du siècle d'Alassane Dramane Ouattara. D'abord, je dirais même le siècle d'Alassane. Quand tu es dans le siècle d'Alassane Dramane Ouattara et que tu prends trop d'initiatives, tu veux trop te mettre en avant, mon frère, tu auras des problèmes. IB, vous connaissez IB? IB, c'est qui? Le rebelle IB qui a servi Alassane Dramane Ouattara. Il fait partie de ceux qui ont fait le coup d'État de 1999. Il était dans la garde rapprochée d'Alassane Dramane Ouattara, IB. Après avoir fait le coup d'État, IB fait partie de ceux qui ont fait la rébellion armée. En 2002, lorsque le coup d'État a échoué. Est-ce qu'on se comprend? Mais IB, il était en contact avec Alassane Dramane Ouattara. IB était dans le cercle d'Alassane Dramane Ouattara. Mais quand IB a voulu prendre son autonomie, puisqu'il était habitué au coup d'État, et il a compris que en 99, nous, des petits sous-officiers, on peut faire un coup d'État pour enlever un président au pouvoir.
et pour imposer un militaire, Guy Robert. Mais si lui, lui en tant qu'un petit sous-officier, il a pu faire ça avec quelques amis pour imposer quelqu'un aux Ivoiriens. Mais lui-même là, IB là, lui-même là, il peut prendre la responsabilité de mettre un truc en place et puis devenir président un jour. C'est cette idée-là qu'IB avait en tête. Voilà pourquoi, dans une interview, il a dit clairement que la rébellion qui a été faite en Côte d'Ivoire là, mais ça vient de lui, c'est son idée, et c'est lui-même qui allait chercher les financements. Ça veut dire que pour IB, tout ce qui est en place, même l'achat des armes, l'appui que la France a apporté aux rebelles, pour lui, IB, mais ça ne venait que de son action en fait. IB ne voyait pas en particulier la même mise d'Alassane Ouattara au sein de la rébellion. Pour lui, c'était vraiment lui le chef de cette rébellion-là. Mais Alassane Dramane Ouattara, il n'est pas bête. Il a laissé faire parce que ce n'est pas lui, en tant qu'un technocrate, en tant que quelqu'un quand même qui a travaillé dans des institutions financières internationales, il sait que ce n'est pas vraiment, ce n'est pas un honneur pour lui, voilà, d'être cité en tant que, comment dirais-je, les personnes parmi les personnes qui ont mis en place une rébellion armée. Ce n'est pas un honneur pour lui d'être cité parmi les personnes qui ont financé la rébellion armée. Est-ce qu'on se comprend? Donc, Alassane Dramane Ouattara, il le faisait clandestinement. Il finançait la rébellion avec le peu de moyens qu'il avait et il faisait également du lobbying pour la rébellion, voilà, avec son carnet d'adresse. Mais il a tellement bien fait la chose qu'il n'a pas laissé des traces. Il a préféré laisser des gens comme IB se salir tout seul, tout seul. Voilà. Donc, IB, à un moment donné, il a compris qu'en réalité, il a eu l'idée de mettre en place une rébellion. Coucou mon fils, bonne heureuse année. Ça, salut. Bon, il n'y a pas de nom, mais vraiment, bonne heureuse année, maman. Comme elle a mis mon fils, donc c'est maman, c'est sûr. Bonne heureuse année, santé, la paix et vraiment moins de problèmes cette année. Voilà, donc, IB, au final, il a compris qu'il y avait un problème au sein de cette rébellion-là. Il a compris que les choses, d'une certaine façon, n'étaient pas totalement sous contrôle. Est-ce qu'on se comprend? Ah, c'est maman Jacqueline Bailly. Sois salué, maman Jacqueline Bailly. Voilà. Donc, on a vu des gens comme les Zakaria faire des interviews où il a dit très clairement, hein, il dit, Alassane Dramane Ouattara finance la rébellion et ainsi de suite. Vous voyez un peu. Mais jusque-là, Alassane Dramane Ouattara ne voulait pas s'afficher, ne voulait pas, comment dirais-je, montrer qu'il prenait une part active financièrement dans cette rébellion-là. Voilà. Et il observait les choses de loin. Vous voyez un peu. Jusqu'à ce que la rébellion commence vraiment à, je dirais, à avoir de bons résultats. Voilà. Le pays a été divisé en deux. Les gars, ils contrôlaient une partie de la Côte d'Ivoire. Ils ont pillé le pays à outrance. Parce que ce que les gens ignorent, c'est que des zones comme Séguéla, comme ça, là, c'est des zones où il y a de l'or, il y a du diamant, et ainsi de suite. Voilà, c'est quand même des zones, du point de vue des richesses minières, vraiment, qui sont à prendre au sérieux. C'est des zones vraiment qui contribuent, du point de vue des richesses minières, au développement économique de la Côte d'Ivoire. Voilà, qui renflouent les caisses de la Côte d'Ivoire. Et donc, toutes ces zones-là étaient à la portée des rebelles. Ils se sont servis, ils ont pillé la Côte d'Ivoire. Ouattara lui-même, il fait partie de ceux-là qui ont profité du pillage, de ce pillage. Et c'était également une belle opportunité pour eux parce que les hommes d'affaires, même quand un pays est en guerre, là, eux, ils font du business. Voilà, on sait très bien que Alassane Dramane Ouattara, ses amis, ce sont des hommes d'affaires. Donc, sachez que lorsqu'il y avait la rébellion, il y avait des businessmen sur place, des amis d'Alassane Dramane Ouattara qui pillaient le pays, qui pillaient la Côte d'Ivoire. Donc, quand le pays a été divisé en deux, Alassane Dramane Ouattara a eu sa part du gâteau dans le pillage, je vais dire. Voilà. Donc, jusque-là, pour Alassane Dramane Ouattara, IB, c'était pas quelqu'un qu'il fallait prendre au sérieux, au fait. C'était pas quelqu'un qu'il fallait prendre au sérieux. Il se disait, bon, voilà, c'est un jeune.
qui est zélé. Bon, tant qu'ils arrivent à diviser le pays, tant qu'ils arrivent à diviser le pays, et tant ils arrivent à mettre le président Gbagbo et la Côte d'Ivoire en difficulté, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, c'est comme ça Ouattara voyait IB. Jusqu'à ce qu'en 2010, il y a l'élection, les trucs, il vient, comment dire, IB quitte le nord avec ses troupes, il vient à Abidjan, ils font le commando invisible. À Bobo, ils font le sale travail. Ils font le sale travail. Quand je dis sale travail, vous savez de quoi je suis en train de parler. Les personnes qui ont perdu la vie, je ne vais pas dire des mots ici pour que mon live soit bloqué. Ils ont fait un sale boulot. Beaucoup de personnes sont mortes à Bobo. Voilà. Le commando invisible a arraché la vie à beaucoup d'innocents. Et ça, c'était l'œuvre d'IB. Donc, quand il a commencé à faire ça, Ouattara, lui, il avait son plan. Il avait également ses troupes, les rebelles, qui devaient venir. Il y avait également l'ONU. Il savait que l'ONU, à un moment donné, allait s'impliquer, allait apporter un appui logistique aux rebelles. Et il savait même que la France même allait s'impliquer. La France de Nicolas Sarkozy allait s'impliquer, s'immiscer, s'ingérer dans cette crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est ce qui s'est passé. L'armée était en difficulté au regard de toutes ces forces rebelles et internationales qui ont coalisé contre le pouvoir du président Laurent Gbagbo, le gouvernement républicain ivoirien. Mais à un moment donné, c'était difficile. En plus, il y avait des traites et ainsi de suite. Vous connaissez l'histoire. Au final, le président Laurent Gbagbo est arrêté le 11 avril 2011 et IB continue de mener le combat. Il continue de mener le combat puisque lui, son objectif était d'être président. Mais l'armée française a enlevé le président Draman Ouattara. Donc, cette fois-ci, IB ne doit plus se battre contre le président Gbagbo puisqu'il l'a arrêté, mais il doit se battre maintenant contre Alassane Ouattara qui vient de prendre le pouvoir. Et comme je le disais, je le rappelle, IB était à un moment donné de sa vie dans le cercle d'Alassane Draman Ouattara. Qu'est-ce qu'Alassane Draman Ouattara a fait? On va aller pas à pas. Là, on va fermer le chapitre d'IB. Après, on va passer au chapitre de Gon Coulibaly, d'Ahmed Bakayoko, ainsi de suite. Alassane Draman Ouattara donne l'ordre à Soro Diom d'anéantir, de neutraliser IB. Mais Soro Diom, il n'a fait que transmettre l'ordre d'Alassane Draman Ouattara au chef rebelle, là, au shérif Ousmane, Zakaria, ainsi de suite. Ils sont allés à Bobo, ils ont neutralisé IB. Donc ça, c'est le premier personnage, IB. IB a été neutralisé, sachant qu'à un moment donné, il a travaillé avec Ouattara. Il a été neutralisé parce qu'il était trop gourmand. Parce qu'il voulait être président. Et ça, là, Ouattara, lui, n'aime pas ça. Laissons IB. Passons maintenant à Gon Coulibaly. Gon Coulibaly, c'est totalement le profil contraire. Là, on a parlé d'IB, qui était bien au départ, après il voulait se rebeller. Mais Gon Coulibaly, c'est l'opposé d'IB. C'est quelqu'un qui était fidèle à Alassane Draman Ouattara du début jusqu'à la fin. Je répète, Gon Coulibaly a été fidèle et loyal à Alassane Draman Ouattara du début jusqu'à la fin. Mais est-ce que cela a empêché Alassane Draman Ouattara de mettre fin à la vie de Gon Coulibaly? Très bien. Donc, on va donner des explications. On va essayer de voir ça ensemble. Gon Coulibaly, comme je le disais, lui-même, il appelait Ouattara papa. Il le considère comme un père. Il a servi Alassane Draman Ouattara dignement. Gon Coulibaly, il était prêt à se coucher pour que Ouattara marche sur lui. Il a tout fait pour Alassane Ouattara. En 2019, Alassane Draman Ouattara dit qu'il va céder le pouvoir à une nouvelle génération. Il a dit en 2019
Alassane Dramane Ouattara annonce qu'il va céder, c'était en mars 2000, en mars 2020, non? C'était en mars 2020. Rappelez-moi la date. C'était en mars 2020, je crois. Il annonce qu'il va céder le pouvoir il va transmettre le pouvoir à une nouvelle génération. Cela voulait dire que lui, Ouattara, il n'allait pas être candidat. Il n'allait pas se présenter à un troisième mandat. Chose que la constitution ivoirienne ne lui permettait pas. Donc, si on était dans un pays normal, c'est pas quelque chose qu'on devait applaudir. Mais il y a des Ivoiriens qui ont applaudi. Ils ont applaudi parce qu'ils se disaient, ah, au moins, il a respecté la constitution. Parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui, bon, en Afrique, mais ça sort de là, ça relève. En fait, c'est un exploit. C'est un exploit de respecter la constitution, en fait. Voilà. Ça relève à la limite de l'irréel que de respecter la constitution. Tellement les dirigeants africains deviennent tous des dictateurs, tellement les dirigeants africains sont assoiffés du pouvoir et ils ne sont pas attachés au respect de la loi fondamentale qui est la constitution. Alors, quand Ouattara annonce ça, il annonce en mars 2020 qu'il va transmettre le pouvoir à une nouvelle génération. Les gens sont contents. Et au RHDP, on sait que le filleul d'Alassane Dramane Ouattara, c'est Amadou Gon Coulibaly. Donc, Ouattara lui-même lui dit, je ne serai pas candidat, mais je désigne Amadou Gon Coulibaly. Voilà, pour candidater à l'élection présidentielle et nous allons l'accompagner. Mais c'est quoi le problème? Pourquoi Alassane Dramane Ouattara désigne Amadou Gon Coulibaly? Il désigne son fils Gon Coulibaly parce qu'il sait que Gon Coulibaly a un problème de santé. Première chose. Il désigne aussi Gon Coulibaly, mais par la force des choses, parce que le petit a été tellement loyal, il était tellement fidèle. Donc, il lui a promis quelque chose. Il est obligé d'accomplir cette chose-là. Parce que Gon Coulibaly, là, il n'a jamais refusé quelque chose à Alassane Ouattara. Gon Coulibaly, il a toujours fait l'impossible pour Alassane Dramane Ouattara. Donc, ça serait difficile pour lui, Ouattara. Je peux dire que c'est la seule fois où Alassane Dramane Ouattara a fait preuve d'une petite sincérité, au fait. Il a fait preuve d'une petite sincérité, d'une forme de reconnaissance vis-à-vis d'un être humain. Sinon, les autres fois, en fait, dans le domaine politique et dans le cadre politique, sinon, avec les autres, vous savez, Bédié, Soro, tous ceux-là, Ouattara les a trahis. Mais pour Gon Coulibaly, ça aurait été tellement compliqué, tellement honteux pour lui, Ouattara, de trahir ce monsieur-là, qui a tout fait pour lui. Donc, il a dit, bon, je désigne Gon Coulibaly, qui sera le candidat du RHDP en 2020. Alors, le RHDP se met en campagne pour Gon Coulibaly. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est que, comme je vous le disais, Gon Coulibaly, il a un souci de santé. Il est cardiaque. Il a un problème de cœur. Et lui-même, je crois qu'il a subi une transplantation cardiaque à un moment donné, une première fois. Et donc, entre 2018 et 2020, il y avait encore des complications. Donc, le pronostic vital de Gon Coulibaly était déjà engagé. Tout le monde savait que Gon Coulibaly n'allait pas vivre pendant 10 ans. Il ne pouvait même pas faire plus de 5 ans. Mais Ouattara a trouvé qu'il fallait que ça soit ce monsieur-là qui soit le candidat du RHDP. Et il a vu qu'en début d'année, les choses, la santé de Gon Coulibaly, les choses se compliquaient. Ça se compliquait sérieusement. Sa santé se compliquait, il y avait des complications. Au point où à un moment donné, Gon Coulibaly, ayant été désigné candidat du RHDP, quelques temps après, est venu se faire opérer en France. Il était là à coucher. Il a subi une autre opération, une transplantation cardiaque. Et selon vous,
Comment un gars comme ça pouvait tenir? Sachant que nous étions au mois de mars, non, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Dans moins de 8 mois, c'est-à-dire, on va dire dans 7 mois, Gon Coulibaly devait prendre part à une élection présidentielle. Et dans 6 mois, déjà, il devait faire une campagne. Bon, ça, c'est pour ce qui est officiel. Mais la campagne présidentielle, là, à partir du mois même de juin, on commence à faire les tournées, au fait. Donc, ça veut dire que il est désigné candidat. 4 mois après, il devait déjà débuter ses tournées. Quelqu'un qui venait de subir une opération du cœur. C'était pas possible. Est-ce que vous savez ce que c'est que faire même une campagne présidentielle? À chaque fois, tu es dans la... À chaque fois, tu dois être, c'est-à-dire que assis dans un véhicule, en train de sillonner les villages, les villes, ainsi de suite, les secousses. Il y a la fatigue, il faut parler, il faut toujours, tu veux au contact des gens, il faut analyser les situations. Ça demande de l'énergie. Je vais prendre un exemple tout simple pour que vous-même vous puissiez comprendre la situation. Quelquefois, vous levez, vous partez au travail là. Pour ceux qui sont à Abidjan, quand vous levez, vous partez au travail, vous quittez votre domicile, vous montez dans le bac ou bien dans le taxi ou quoi. Vous faites un trajet d'un espace A à un espace B. Quelquefois, quand vous arrivez là, vous êtes fatigué. Hein. C'est-à-dire vous ne parlez pas à 1000 personnes, mais peut-être dans la journée, vous allez rencontrer, je ne sais pas, peut-être 50, 60 personnes. Vous allez parler avec tout au plus 50, 60 personnes. C'est un exemple que je prends. Malgré ça, vous vous sentez fatigué. Ah, je suis fatigué. Les hommes politiques, là, quand tu dois faire une campagne présidentielle, là, ils doivent être constamment en contact avec les gens, échanger, tourner, voilà. Et puis, il y a des zones reculées en Côte d'Ivoire où la route n'est pas bonne, tout ça. Quelqu'un qui a subi une opération du cœur, il allait tenir comment? Comment allait-il tenir? Mais Alassane Draman Ouattara a désigné Amadou Gon Coulibaly. Parce qu'il savait que Gon Coulibaly allait perdre la vie. Alassane Draman Ouattara savait bel et bien que le choix de Gon Coulibaly était en quelque sorte le choix du suicide. C'est ça le vrai point. Et Gon Coulibaly, il accepte, il est content parce qu'il est envie de dire, ah, vraiment, Ouattara, il est loyal. Il est loyal, vraiment. Je suis fier de l'avoir servi. C'est un homme de parole. Après, il a des problèmes de santé, il vient se faire opérer. Gon Coulibaly a subi une opération. Moins d'un mois après, Ouattara lui dit, petit, quitte Paris, viens, tu vas commencer la campagne. Mais le docteur même de Gon Coulibaly, il déconseille ça à son client. Il lui dit, mais c'est pas possible. Tu viens de subir une opération. Tu rentres dans ton pays. Puis tu vas aller faire une campagne présidentielle. C'est pas possible. Si tu fais ça, tu meurs. Le médecin lui a dit. Il lui a dit clairement. Ceux qui ont des problèmes de cœur, là, quelquefois même, là, on te déconseille de prendre l'avion. Tu ne subis pas d'opération, hein, mais on te déconseille de prendre l'avion peut-être pendant 3 à 4 mois comme ça. Vous voyez un peu? Donc, à plus forte raison, quelqu'un qui a été opéré, il a subi une transplantation et puis on lui demande, c'est-à-dire moins d'un mois après son opération, on lui demande de rentrer dans son pays pour aller faire une campagne présidentielle. Et effectivement, Gon Coulibaly est parti. Je veux dire que Ouattara a fait ça parce qu'il savait que Gon Coulibaly allait mourir et quand il est rentré en Côte d'Ivoire, moins de 2 mois après, il est mort. Donc, c'est en quelque sorte Ouattara qui est responsable de la mort de Gon Coulibaly. Ouattara, mais il a déjà Gon Coulibaly de façon subtile, de façon stratégique. Parce que Gon Coulibaly avait des ambitions présidentielles. Donc, il fallait l'éliminer. Mais, je peux dire, Ouattara l'a éliminé avec bienveillance. Gon Coulibaly est le seul que Ouattara a éliminé avec bienveillance. Il n'est pas mort comme Ibé qui était assassiné. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'était Gon Coulibaly. Allons maintenant sur Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko. Voici un autre, mais qui a servi Alassane Draman Ouattara comme pas possible. Lui, par contre,
il était le fils de la patronne d'Alassane Dramane Ouattara, qui est Dominique Ouattara. Ahmed Bakayoko. Il a connu à Radio Nostalgie. En tout cas, c'était sa bonne vieille mère. Et Ambak fait partie de ces cadres du RHDP là qui ont transformé, qui ont donné peut-être une bonne image à ce parti-là, au RDR. Il fait partie de ces gens-là qui, d'une certaine façon, ont rendu ce parti-là un peu plus proche du peuple. Sinon, le RDR n'était pas proche du peuple. Le RDR était proche des badauds. Le RDR a été toujours proche des rebelles. Le RDR était toujours proche des assassins, mais il n'était pas proche du peuple. C'est Ambak qui a pris sur lui. Et puis, il a transformé le RHDP. Il leur a montré une autre façon de faire la politique. Il dit la politique, là, c'est le corps à corps. Le peuple, là, se trouve dans la rue. Donc, allons au contact du peuple. Et puis, vraiment, aidons le peuple. Ambak, c'est celui-là qui a imposé le social au RHDP. Il a dit, il faudrait qu'on sorte du cadre idéologique pour faire plus de social. Comme ça, là, les Ivoiriens vont nous aimer. Ambak l'a fait. Et effectivement, ça produit de bons résultats. Ça fait que le RHDP, vraiment, à un moment donné, les actions d'Alassane Dramane Ouattara étaient appréciées par la population. Ça fait que beaucoup de jeunes se sont sentis proches du RHDP à cause, surtout les gens de la rue, à cause d'Ahmed Bakayoko. Donc Ambak a beaucoup apporté au RHDP et Ambak était le petit de Dominique Ouattara et le petit d'Alassane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara lui-même l'a dit. Il a dit à Bobo, il dit Ambak c'est mon fils, ainsi de suite. Donc, quand Soro Guillaume quitte le RHDP, il y a de la place. Il n'a pas été au RHDP quand il quitte l'Assemblée nationale. Et il y a de la place. Les gens commencent, enfin, c'est une espèce de jeu de chaises, ainsi de suite. Voilà. Donc, on prend celui-là, on le met à la place de l'autre, ainsi de suite. Voilà. Donc, ils font ce genre de trucs-là jusqu'à ce qu'à un moment donné, mais Ambak, au fur et à mesure, à cause de son intelligence politique, à cause de sa politique sociale qu'il met en place au sein du RHDP et qui séduit la population, Ambak arrive à conquérir le cœur des Ivoiriens. Et c'est quelqu'un qui était populaire dans le milieu du showbiz. Donc, il arrive à conquérir le cœur de la jeunesse, d'une partie de la jeunesse ivoirienne. Parce que moi, je le regardais de loin. Voilà. Et automatiquement, ça fait qu'il s'impose au RHDP comme l'un des ténors, sinon la colonne vertébrale même du RHDP. Ils sont obligés de traiter avec Ambak. Pourtant, tout le monde sait que Ambak n'est pas un intellectuel. Ambak, c'est un homme de la rue. Alors, quand Gon Coulibaly meurt, il faut choisir un autre premier ministre. Il ne pouvait pas choisir quelqu'un d'autre en dehors d'Ambak, parce que Ambak pesait trop. Ambak pesait trop, les Ivoiriens l'aimaient trop. Et puis, il avait déjà gravi les échelons. Donc, ce poste-là, ça revenait de droit à Ambak. C'est comme ça qu'Ambak a été nommé Premier ministre. Premier ministre de Côte d'Ivoire. Un gars qui n'a pas une licence, il n'a même pas BTS, il a seulement le bac. Mais c'était un autodidacte. Ça veut dire lui-même, c'est quelqu'un qui lui-même il se formait. En tout cas, c'était quelqu'un d'intelligent. Il connaît la vie. Il connaissait bien la vie. Il connaissait aussi la rue, et ainsi de suite. Ambak est Premier ministre. Et il n'est plus loin. Hein. Quand il est Premier ministre, il y a un gars qui a été ministre depuis, je crois, depuis 2007 ou 2008 par là. Il était ministre de la communication, pour ceux qui ne le savent pas. Et il a gravi les échelons jusqu'à ce qu'il devienne Premier ministre. Après Premier ministre, là, ce que tu vises là, c'est d'être président de la République. Et nous sommes dans une situation, je dirais, ubuesque. Une situation confuse. Gon Coulibaly a perdu la vie. Ambak est Premier ministre. Alassane Dramane Ouattara était, au final, il était candidat en 2020.
Les Ivoiriens se rebellent. La situation est confuse. Le RHDP a besoin d'Ambak. Ambak aussi, il observe la situation. Il y a ce qu'on appelle la désobéissance civile. Les Ivoiriens sont énervés. Ils disent non au troisième mandat. Ils barrent leur route. Le pays est pratiquement paralysé. Ambak, tout le monde sait que Ambak, c'est quelqu'un qui est ambitieux. Tout le monde sait que Ambak, là, un jour, il va être président. Donc, tout le monde regarde, a les yeux rivés sur Ambak. Ambak, lorsque la désobéissance civile a commencé, Ambak était timide. Il était timide, il l'observait. Pendant la campagne même, il était timide. Il a fallu que Ouattara lui-même, il parte le prendre, il le ramène à Bobo et puis il dit Ambak, il ne te sent pas, hein, tu n'es pas trop impliqué dans ma campagne. C'est comme ça qu'il pousse le petit à enjailler à Bobo, à enjailler à Bobo, à enjailler la foule. Jusqu'à rentrer dans la désobéissance civile. Au départ, Ambak était un peu timoré, mais les gars lui mettent la pression encore. Pour dire, ah Ambak, toi tu sais que c'est toi le boss de la rue. Toi là, les jeunes là t'écoutent. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Tous les nous ici sont avec toi. Tu vas nous laisser comme ça, si tu fais rien là, on risque de perdre le pouvoir. En ce temps-là, la désobéissance civile battait son plein. Les gens barraient, le pays était pratiquement paralysé. Donc Ambak, en Bado, en Noussi, qu'est-ce qu'il fait? Il s'adresse à Alassane Ouattara. Il dit, président, il faut nous donner l'autorisation de te désobéir un peu. Vous vous souvenez de cette phrase-là? Ambak dit ça à Ouattara. Effectivement, Ouattara donne l'autorisation à Ambak de faire ce qu'il veut en réalité parce que Ambak voulait foutre le désordre, Ambak voulait mater tous ceux qui faisaient comme la désobéissance civile. Voilà, c'est ce qu'il entendait par donne-nous l'autorisation de te désobéir un peu. Ils ont commencé à mater copieusement la désobéissance civile. Mais Ambak ne savait pas qu'il venait de commettre une grave erreur. Parce que Alassane Dramane Ouattara, lui, son problème là, s'il doute de toi un peu, c'est fini. Dès qu'il doute de toi un peu là, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. Hein. Ça veut dire que dis-toi qu'il va t'éliminer. C'est comme ça que lui fonctionne. Il t'élimine s'il doute de... Il sait que tu es présidentiable. Il y a deux cases. La première case, si tu arrives à cocher la première case, être présidentiable. Et puis, faire preuve, montrer des signes de déloyauté. Quand ces deux cases-là, tu les coches, il faut savoir que tu es sur sa liste noire. Lui, il va t'éliminer. Et c'est ce qui s'est passé avec Ambak. Ouattara fait son passage en force troisième mandat. Il y a des élections législatives en 2021, je crois que c'était en mars 2021. Ils apprennent que Ambak est en train de financer des candidats indépendants. Déjà même, il était timoré. Avant la campagne présidentielle de 2020, il ne voulait pas trop donner la force à Ouattara. Pendant la désobéissance civile, il était timoré. Deuxième signe de déloyauté. Et là où Ouattara a pu valider son troisième mandat illégal, anticonstitutionnel, toi, Ambak, aux élections législatives de mars 2021, les gars, ils apprennent dans les coulisses que Ambak est en train de financer des candidats indépendants pour les élections législatives. Et ces candidats indépendants allaient affronter le RHDP. Allaient affronter les candidats du RHDP dans beaucoup de localités. Ils se sont dit, ah bon. Donc si on comprend bien, c'est que lui, il veut avoir une force parlementaire, il veut avoir un groupe parlementaire. C'est qu'il veut prendre son autonomie. Voilà pourquoi, de façon clandestine, il finance des candidats. La députée de, je sais pas, Zienou là ou quoi, la jeune fille là, c'est là qu'ils ont demandé c'est quoi ton idéologie. Et puis elle a dit, moi, mon idéologie, c'est de rester concentré. Elle s'appelle Jarvis quelque chose là. Celle qui a les grosses fesses là. C'est la bonne petite d'Ambak. C'est Ambak qui a financé la campagne de cette jeune fille là. Et puis aujourd'hui là, elle est députée. Quand Ambak est mort, mais elle allait faire allégeance à Photocopie. Elles ont dit comment. Donc,
Quand ils ont appris ça, ils le guettaient, les gars doutaient de lui. Ils se sont dit, bon, cette fois-ci, on doit l'éliminer. On sait ce que ça donnait. Un bon matin, Ambak s'est retrouvé à Paris, après il s'est retrouvé en Allemagne. Terminé. Ambak a perdu la vie. Parce que Ambak, il avait cette ambition-là. Il voulait être président. Il a goûté au pouvoir. Il a goûté à tous les postes importants. Ministre, ministre d'État, ainsi de suite, premier ministre. Donc, ce qui manquait à Ambak, c'était vraiment d'être président. Et il était en train de travailler à cela. Il a été éliminé. Parce qu'il avait une ambition présidentielle. Comment tu vas, ma soeur Nina Amour? C'est fini, terminé, éliminé. Bon, je ne vais pas vous parler de Soroguium parce que lui, il continue de résister. Vous connaissez l'histoire de Soroguium. Mais je vais parler de Big Togo. Le zélé Adama Big Togo. Tu n'es pas du RHDP. Tu quittes le tabouret. Tu n'es pas du RHDP. Tu quittes le tabouret. L'heure est venue, et je crois que ça sera demain, pour Adama Big Togo de quitter le tabouret. Et c'est Alassane Dramane Ouattara lui-même qui l'a dit. Alors, comme je disais, je vais répéter la question. Pourquoi Ouattara demande à Big Togo de quitter le tabouret? Parce que Ouattara s'apprête à faire subir à Big Togo le même sort que les autres ont subi. Parce que pour ceux qui ne savent pas, oui, Big Togo, Adama Big Togo, mais il a l'ambition d'être président un jour en Côte d'Ivoire. Adama Big Togo, quand il se regarde dans le miroir là, il s'est dit, ah, mais moi je peux être président. C'est ça en fait. Et il a dit sur un plateau télé français, il dit qu'il est prêt à assumer des responsabilités importantes. Il dit qu'il se sent prêt. Il a dit. Donc, il ne cache même plus son ambition présidentielle. Et ça gêne, ça dérange les gens au sein du RHDP. Vous ne constatez pas que Adama Big Togo, sa façon de communiquer là, c'est un peu démarqué. Son équipe de communication, je peux dire, n'est pas en symbiose avec celle même, avec l'équipe de communication centrale du RHDP. Lui, là, c'est gars à part. Hein. Et parmi son équipe de communication, je connais des gens là-bas qui bossent avec lui. Donc, Big Togo, on a l'impression qu'il travaille pour lui. Il ne travaille pas pour Alassane Ouattara. Oh, c'est ce qu'Alassane Dramane Ouattara déteste. Ouattara déteste ça, en fait. Lui, là, il faut bosser pour lui. Tu es au RHDP, tu bosses pour lui. Parce que le RHDP, en réalité, ce n'est pas un parti politique. C'est une secte. Et c'est Alassane Dramane Ouattara qui en est le gourou. C'est lui le gourou du RHDP. Il est un dieu au RHDP. Les autres là doivent l'adorer. Et toi, Adama Big Togo, tu te démarques. Mais vous avez vu qu'il y a, à plusieurs reprises, il y a eu des problèmes entre Adama Big Togo et certains cadres du RHDP. À Yopougon, par exemple, lorsqu'il voulait casser, lorsque Bakongo voulait casser certains quartiers à Yopougon, Adama Big Togo s'est opposé. Il a fait semblant de s'opposer. Il a fait semblant de s'opposer. Il dit non, mais je ne suis pas d'accord. Vous pouvez venir dans ma commune. Donc, lui-même, il y a longtemps, les gars ont compris que ce gars-là, il s'est dit qu'il est présidentiable. Donc, on doit le mettre sur notre liste noire. Et oui, il a confirmé qu'effectivement, il est présidentiable. Et il est prêt à porter cette ambition-là jusqu'à ce que vraiment elle se concrétise, elle se matérialise. Donc, deuxième erreur. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut l'éliminer. C'est comme ça, en fait. Mais avant de l'éliminer, Adama Big Togo, eux, ils ont décidé de le détruire politiquement. Ils ont décidé de le détruire politiquement d'abord. Vous allez voir ce qui va se passer. Hein. Ça tombe bien parce que là, je suis en train de faire une analyse, comment dirais-je, prospective. Je me plonge maintenant dans le futur. Si vous allez comprendre, les gens vont dire, ah, peut-être dans 5 mois, 6 mois, quand ça va se passer. Et on dit, ah, mais c'est eux là, ils ont décidé de le casser. Voilà, c'est un langage ivoirien maintenant, de le casser même. En français, on dit de le détruire politiquement. On l'éjecte de ce poste-là, président de l'Assemblée nationale.
Mais d'autres me diront, mais attends, mais ils vont le mettre, ils vont lui donner un autre poste. Oui. Mais il y a une différence, en fait, entre un ministre et quelqu'un qui est président de l'Assemblée nationale. Mais dans l'ordre, dans la hiérarchie constitutionnelle en Côte d'Ivoire, là, mais quand tu es président de l'Assemblée nationale, là, avant l'ancienne, avant l'actuelle constitution, là, tu étais le président de l'Assemblée nationale était le dauphin constitutionnel, au fait. Ça veut dire après le président, c'est lui. Ils ont modifié la constitution. Ils ont mis, comment dirais-je, un vice-président entre le président de l'Assemblée nationale et le président. C'était par rapport à Soro Guillaume. C'était pour casser Soro Guillaume. À l'époque, souvenez-vous, il y a eu la réforme constitutionnelle en 2016. Soro Guillaume était président de l'Assemblée nationale. Donc, pour le casser, là, pour le casser, c'est là que Ouattara a créé le poste de vice-président. Parce qu'il se disait, le petit Soro Guillaume, moi je suis président, Soro Guillaume, là, il est président de l'Assemblée nationale. Il doit mettre quelqu'un entre nous. Comme ça, dans la Constitution, on va marquer que si le président n'est pas là, c'est le vice-président qui doit être son successeur. Là, on est sûr que Soro Guillaume n'aura pas le pouvoir. Parce que si on laisse les choses comme ça, là, Soro Guillaume peut faire un truc. Il n'avait pas confiance en Soro Guillaume. Mais je pense que peut-être ils vont manœuvrer pour qu'il y ait une réforme constitutionnelle. Sinon, même ils peuvent laisser ça comme ça. Mais une chose est sûre, c'est que quand tu es président de l'Assemblée nationale, politiquement parlant, c'est un poste non seulement prestigieux, et puis c'est un poste qui te positionne au sommet de la République. Ça te positionne au sommet de la République, au fait. Et puis, tu as la capacité de fonctionner de façon autonome. Je ne sais pas si vous comprenez, de façon autonome, ça y est, tu as un peu plus de liberté, tu as moins de contraintes. Vous voyez un peu comment Big Togo il travaillait. Quelquefois, Big Togo prend les gens de l'opposition. Il dit, bon, vous là, venez, allons. En France, on va faire une séance, on va faire une formation parlementaire. Il les prend, il dit, bon, les députés PPACI, PDCI, venez, allons. Il les envoie au Canada. Parce que le président de l'Assemblée nationale, tu es supposé être, pas neutre, mais en tout cas, tu es supposé rassembler. Et donc, Big Togo, lui, il aimait ça. Il travaillait de façon indépendante. Il n'était pas trop, je peux dire, dans les pédales d'Alassane Draman Ouattara. Et c'est d'ailleurs ce qui lui permettait d'être zélé. C'est d'ailleurs ce qui faisait qu'il était zélé. Et puis, il se disait, bah, bon, de toutes les façons, Ouattara, il est président de la République. Moi, je fonctionne. Et en même temps, il travaillait son carnet d'adresse. Ça faisait de lui quelqu'un d'important. Vous avez vu Big Togo qui est venu rencontrer la présidente de Yael Braun-Pivet de l'Assemblée nationale française. Ils ont eu une séance de travail ensemble. Ils ont déjeuné. Et puis, voilà. Donc, Big Togo, avec cette petite autonomie-là, et quelquefois, il se démarquait de la barbarie du RHDP. Il donnait l'impression que bon, lui, il n'est pas dans tout ça. C'est un homme de paix. Il rassemble. C'est un rassembleur. Pourtant, le RHDP, là, au RHDP, ça ne se passe pas comme ça. Eux, ils montrent aux Ivoiriens qu'ils sont violents. Ils montrent aux Ivoiriens qu'ils ne les aiment pas. Ils montrent aux Ivoiriens qu'ils sont là pour les écraser. Et puis toi, tu montres une autre image. Parce que tu es en train de peaufiner ton image d'homme présidentiable. Parce que tu prépares ton projet politique. C'est-à-dire être président de la République un jour. C'est ce que Big Togo était en train de faire. Et donc, ils ont dit d'accord, comme il est à ce poste-là, et qu'il se permet ça, donc on va l'enlever là. Comme ça, il sera en difficulté. Il sera obligé de collaborer directement avec nous. Il sera sous tutelle, mais plus que jamais sous tutelle. Donc, on enlève Adama Big Togo au poste de président de l'Assemblée nationale. Je le dis clairement, puisque Alassane Draman Ouattara a choisi son candidat. Il dit c'est Patrick Achi son candidat. Et il a donné l'ordre, il a averti. Il a menacé tous les députés du RHDP. Il dit, il ne faudrait pas qu'une seule voix manque. Ça veut dire quand ils vont élire le nouveau président de l'Assemblée nationale, s'il y a 120 députés du RHDP, 120 députés RHDP, il faudrait que les 120 députés RHDP là, votent Patrick Achi. Gare à celui qui ne va pas voter Patrick Achi.
Ça veut dire que parmi ces députés-là, du RHDP-là, il y a des gens même à qui Big Togo a donné de l'argent pour aller faire leur campagne. Et puis, ils ont remporté l'élection législative. Ça, ils sont sous les ailes de Big Togo. Voilà. C'est des bons petits, comme on dit ça dans les jargons ivoiriens. C'est des bons petits de Big Togo. Ils sont députés RHDP. Mais eux, là, ils se reconnaissent. C'est Big Togo qui est le patron d'abord. Ils se reconnaissent plus en Big Togo qu'en Alassane Dramane Ouattara. Donc, c'est à ceux-là qu'Alassane Dramane Ouattara a envoyé le message en disant « Gare à celui qui ne va pas voter Patrick Achi. » Le jour où l'élection du président de l'Assemblée nationale aura lieu. Parce que c'est sûr que ça sera un gars du RHDP puisqu'ils ont la majorité. Ils ont la majorité au fait. Ils ont plus de 87% des trucs, des sièges, des sièges au Parlement. Donc c'est normal. Donc au fait les gars ont la pression. Et ce qui va se passer, c'est que Adama Big Togo sera isolé. Ils vont le mettre quelque part. Peut-être ils vont lui donner un poste ministériel. Voilà. Peut-être ils vont le nommer ministre. Ou alors ils vont le mettre là-bas. Peut-être ils vont le nommer grand médiateur. Il y a un poste voilà, le grand médiateur. On va lui donner un poste banal. C'est un truc, on appelle ça, en politique, on appelle ça les postes placards. Ils vont le mettre au placard en lui donnant un portefeuille, mais qui n'a pas d'intérêt véritable, en fait. Voilà, on va le mettre au placard. Il sera peut-être président de la grande... Ils vont le mettre dans un truc, il y a un truc à côté de l'INSAC, là. Ils ont créé un truc, là, une institution, là, je ne sais pas si c'est la grande médiature. Qui peut me rappeler le nom, là? C'est celui qui occupait ce... celui qui occupait ce poste-là, c'était Adama Tunkara qui occupait ce poste-là. Médiateur, il était président, médiateur, un truc comme ça, voilà. On peut le mettre là-bas. Mais en fait, quand tu as ce poste-là, comment tu vas moulater? Quand tu as ce poste-là, tu es invisible, au fait. Tu es là, oui, mais tu ne pèses rien. Tu es invisible. On peut même lui donner un portefeuille ministériel farfelu, peut-être ministre des eaux et forêts, il sera là-bas, et puis bon. Grand médiateur, voilà, grand médiateur. Merci mon frère Africa App. Donc on peut le mettre là-bas. Mais en réalité, c'est vide, il n'y a rien. Ça va faire qu'il aura moins de visibilité. Et puis ça va l'isoler. Connaissant Big Togo, il va vouloir forcer, il va vouloir lui montrer qu'il était champion. Parce que lui là, c'est quelqu'un aussi. Il aime non, comme on a tendance à le dire dans le jargon ivoirien. Il va utiliser Yopougon. Puisqu'il est maire de Yopougon, il est député maire de Yopougon. Et Yopougon est la plus grande commune d'Abidjan. Donc, il va se focaliser sur Yopougon. Vous allez voir Big Togo faire des tournées à chaque fois à Yopougon, faire des trucs, enjailler la population, faire des trucs avec. C'est ce qu'il va faire. Et quand vous allez voir Big Togo faire ça, commencez à compter ses jours sur terre. Commencez à compter les jours d'Adama Big Togo après l'élection du président de l'Assemblée nationale. Là. Si vous voyez Big Togo faire des tournées à Yopougon et puis faire des meetings où il va parler en parabole, commencez à compter ces jours. Parce que dans leur plan, là, ils lui ont tendu un piège. Le neutraliser politiquement, l'anéantir, le rabaisser, l'anéantir politiquement, et puis en finir avec lui. Et depuis hier, les gens ne sont pas concentrés. Hein. Ils ont mis en place, une communication qui vise Adama Big Togo. Parlant des Américains qui sont en ce moment à Abidjan, ils sont en train de mener des enquêtes par rapport au financement du Hezbollah et autres là. Vous pensez que c'est par rapport à qui? Mais c'est par rapport à Adama Big Togo. Le cas des passeports. Vous savez que Adama Big Togo, il est le patron de Snedai, la société qui fait les passeports et autres là. Et là-bas, à un moment donné, il y a eu un scandale.
avec les Libanais et autres. Donc, le Hezbollah, là, c'est un groupe politico-armé libanais. Est-ce qu'on se comprend? Et effectivement, ils ont une base en Côte d'Ivoire. Ils ont des éléments en Côte d'Ivoire. Et Adama Bictogo travaille avec ces gens-là. Donc, ce ne sont pas les Américains qui, en réalité, viennent essayer d'une certaine façon de créer des problèmes au pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. Non. C'est Alassane Draman Ouattara lui-même qui a décidé d'ouvrir la porte aux Américains pour venir encore fragiliser, anéantir Adama Bictogo. C'est une pression politique sur Adama Bictogo. Toutes les enquêtes que le RHDP va mener là, les soi-disant enquêtes là, tout va se retourner contre Adama Bictogo. Les nuits d'Adama Bictogo seront de plus en plus longues. Il ne pourra pas dormir ces temps-ci. Il va commencer à trop réfléchir. Les gars veulent éliminer Adama Bictogo. Et oui, ils vont l'éliminer sans aucun doute. Parce que lui n'a pas le courage de Sorogium. Lui, c'est un lâche, c'est un poltron. Même s'il décide de se soumettre, il sera éliminé. Pourquoi il serait éliminé? Parce que il occupe un poste, il occupe, en dehors même là, de la machine RHDP qui peut le nommer ministre ici et là, Adama Bictogo est maire de Yopougon. Il est député maire de Yopougon. Et ça dérange au RHDP. Ça dérange notamment Gilbert Kone Kafana, qui est l'un des ténors du RHDP, qui est l'un des bras droits d'Alassane Draman Ouattara. C'est Gilbert Kone Kafana qui auparavant était maire de Yopougon. Est-ce qu'on se comprend? C'est lui qui était maire de Yopougon. Et donc, ce poste qu'il occupe là, c'est un poste politique important à les yeux. Il faut l'éliminer pour que Gilbert Kone Kafana vienne prendre sa place. C'est tout. Gilbert Kone Kafana a besoin de ce poste-là. Il était député maire également, Gilbert Kone. Et Michel Gbagbo l'a battu en 2021 aux élections législatives. Il a battu Kafana. Donc, ils veulent chasser Bictogo pour récupérer tout ça. Bictogo va souffrir. Bictogo vraiment est dans les viseurs. Et ils vont l'anéantir. Je vous assure, hein, ils vont anéantir. Il ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il a? Quel pouvoir? Il a l'argent, oui. Mais il ne peut rien faire. Et puis c'est quelqu'un, il est trop impliqué dans les scandales. Lui particulièrement, moi je dis que moi je le considère comme l'un des parasites de la politique ivoirienne, Adama Bictogo. Voilà. Il est pour moi l'un des parasites, c'est quelqu'un qui est trop dans la culture du buzz, du populisme, du buzz. On voit Bictogo, président de l'Assemblée nationale, déborder fait direct, indirect, sur Facebook, sur TikTok, où il fait les clashs. Adama Bictogo, il clash un autre artiste. Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, il s'élève, il appelle Debordo, il appelle l'autre. Ça, c'est ça un président de l'Assemblée nationale, ça. C'est ça un président de l'Assemblée nationale. On le voit, Morel est sorti dans dos, ça tourne sur Facebook. Il prend le jeune parce que ça tourne sur Facebook, il le prend, il lui donne l'argent. C'est du populisme, c'est la culture du buzz. Et c'est pas bon. Le clientélisme, ça veut dire c'est un gars là, il prend il achète la conscience des gens. C'est un corrompu. C'est un corrompu. Voilà. Et puis c'est un tricheur, un voleur. Bictogo a triché à Gboville. Il a battu, il a triché comme ça, il a volé la victoire de Fleur Esther Akingbo, la camarade Fleur Esther Akingbo. Bictogo, aux élections municipales de 2023, il a volé la victoire de Michel Gbagbo. Donc, nous, on s'en fout. Hein. On s'en fout. Hein. Ce qui se passe au RHDP là, en tout cas, moi, je m'en fous. J'ai voulu faire cette analyse-là pour que vous sachiez ce qui va se passer. Ce gars-là, ses jours sont comptés. S'il dérange, il est trop ambitieux, il veut être président. Et Ouattara, lui, il est en train de préparer sa succession. Ouattara est en train de préparer Téné Birahima, qui sans aucun doute sera nommé Premier ministre. Sans aucun doute. Je pense, en tout cas, moi, quand je fais mes analyses,
Téné Birahima, il y avait deux choses. Soit on le mettait au perchoir, ça veut dire président de l'Assemblée nationale, ou alors passe premier ministre. Pourquoi je le dis? Parce que Téné Birahima était député et président du conseil régional de quelque part Ferké là-bas. Voilà. Mais vous savez, au RHDP là, quand tu dois monter en puissance là, quand tu dois monter en puissance dans la machine politique du RHDP, il faudrait obligatoirement que tu passes par Abobo. Il faudrait obligatoirement que tu fasses un passage à Abobo. Donc c'est comme ça que Téné Birahima, cette année, il laisse Ferké, il laisse Congo Ferké, et il décide maintenant de venir candidater à Bobo. Il était le candidat du RHDP à Bobo aux élections législatives et il a remporté l'élection. Voilà. Donc, après avoir remporté l'élection à Bobo, qui d'une certaine façon est une espèce de consécration, voilà, de ta puissance politique. Pourquoi je le dis? Je peux vous prouver par A plus B. Ahmed Bakayoko, il a occupé des postes importants, il était ministre et ainsi de suite. Mais Ahmed Bakayoko, on l'a envoyé à Bobo avant qu'il ne soit nommé premier ministre. Il a fait un passage à Bobo. Voilà. Quand Dia Kamara est passé par Bobo après Ahmed Bakayoko, je crois quand il est mort. Donc, à Bobo, là, si tu veux vraiment, comment dirais-je, que ta réputation de ténor du RHDP soit couronnée, tu dois faire un passage à Bobo. Et c'est ce que Téné Birahima a fait. Donc, normalement, il doit occuper un poste plus important. Parce qu'il est député d'Abobo. Député du RHDP à Bobo. Donc, en dehors d'être le petit frère d'Alassane Ouattara, il occupe un poste électif qui est important. Il pèse, sérieusement, il pèse politiquement. En dehors du fait que son grand frère, même actuellement, est président de la République, tout ça, lui-même, Téné Birahima, il a une assise politique, étant député d'Abobo. Donc, il doit monter dans la machine. Est-ce qu'on se comprend? Donc, Alassane Ouattara, c'est fort probable qu'il le nomme Premier ministre. Et ça sera justifié si le nomme Premier ministre. Ils vont dire, mais oui, mais il est quand même député d'Abobo, voilà. Et puis, personne ne peut s'opposer, quoi. Voilà. Donc c'est ça. Maintenant, il y a une autre personne aussi qui est dans les viseurs, Kandia Kamara. Il y a quelque chose qui m'a intrigué. Quand Ouattara est venu, il a quitté Paris, il est rentré. La délégation, parlant même de Téné Birahima, un autre signe qui montre que Téné Birahima a déjà été choisi, nommé Premier ministre sur papier. Quand Ouattara est rentré de Paris récemment, avant-hier, là, ceux qui sont allés l'accueillir, là, il n'y avait pas Beugri Mambé là-bas. Hein. Beugri Mambé qui était Premier ministre, bon, voilà, le gouvernement était dissous. Donc, il n'est plus le Premier ministre, mais quand même, puisque un nouveau Premier ministre n'a pas encore été nommé, Beugri Mambé pouvait être le chef de délégation. Hein. Voilà, il pouvait être le chef de file de la délégation qui allait recevoir le président. Ça n'a pas été le cas. On n'a pas vu également Kandia Kamara là-bas. Celui qui était le chef de file de la délégation qui est allé accueillir Ouattara lorsqu'il est rentré de Paris, c'est Téné Birahima. C'est Téné Birahima qui a constitué une délégation pour aller accueillir son grand frère à l'aéroport. Et là, sortons du cadre familial, mais analysons les choses politiquement. Alassane Dramane Ouattara est président de la République. Téné Birahima Ouattara est ministre d'État, était ministre d'État, puisque le gouvernement était dissous, était ministre d'État, ministre de la Défense, et c'est lui qui constitue une délégation pour aller accueillir Alassane Dramane Ouattara, le président de la République. Sachant que le gouvernement est dissous. C'est un message politique qui nous et ça a été filmé, ça a été diffusé sur la télévision nationale, hein, à la télévision nationale. Ça a été diffusé à la RTI. Donc ça, c'est de la communication politique. C'est un message qu'ils envoient aux Ivoiriens pour dire que il y a un remaniement qui va se faire. Bon, enfin, pas un remaniement en tant que tel, mais
Voilà. Mais c'est un message clair pour dire que c'est lui qui sera le chef de file du gouvernement qui, dans les jours à venir, sera mis en place. Voilà, c'est le message qu'il veut nous faire passer. Ça, c'est de la communication politique. Donc, bon, peut-être il peut avoir à la dernière minute, les choses peuvent chambouler, mais je veux dire, si on veut se référer au sous-entendu de cette communication-là, mais clairement, moi je dirais que c'est lui qui va être nommé, c'est Tene Birahima qui sera nommé Premier ministre. À travers ce que eux-mêmes ils sont en train de montrer, ça ce sont déjà ce sont des petits signaux qui nous envoient au fait. Voilà. Donc quand je finis de dire ça, Big Togo, son destin est déjà scellé. Il va vouloir se défendre, il va vouloir montrer qu'il est vaillant, il va vouloir montrer qu'il a des capacités. Et puis bon, voilà. Un bon matin, vous allez apprendre qu'Adama Big Togo est souffrant, il est allé se faire soigner. Et puis bon, voilà. Il a perdu la vie. C'est ce qui risque de se passer. Voilà, c'est ce qui risque de se passer. Il y a deux choses. Soit il y a un scandale pas possible qui va éclater. S'ils veulent bien l'humilier même là, s'ils veulent bien l'humilier, ils peuvent l'utiliser pour redorer l'image du RHDP. Ils peuvent par exemple créer un scandale explosif et puis le mettre en prison. Ça veut dire, ils vont dire, bon, les Américains ont découvert que Big Togo, il est en complicité avec le Hezbollah. Donc, voilà, ils veulent le mettre en prison et puis ils peuvent faire un truc comme ça à Big Togo. Et puis Big Togo va se retrouver à la Makala là. Et puis les Ivoiriens vont dire, ah, vous voyez, le RHDP là, vous voyez, eux-mêmes là, eux-mêmes ils ont mis un ministre du RHDP en prison. Ça veut dire que c'est des gens vraiment, eux, ils suivent la loi. C'est pour dormir, ils peuvent faire ça pour dormir les Ivoiriens en fait. Voilà. Donc ils peuvent l'utiliser, comment dire, comme une serpillère pour pouvoir redorer leur image. On voit un peu salir Big Togo, le jeter en prison, l'humilier. Puis on dit voilà. Mais Ouattara, de la manière dont il a rassemblé ses députés, il leur a parlé là, ce qui va venir là, ça sera très fort. Ça sera une véritable tempête. Et Adama Big Togo sait ce qu'il attend. Voilà. Voilà, donc quand je finis de dire ça, je vais maintenant passer au deuxième sujet. À mes parents du PDCI, désolé, mais, je dois parler de Tidiane Thiam un tout petit peu aujourd'hui. Je ne vais même pas mettre sa photo par respect, parce que jusqu'à présent, nous sommes encore, le Front commun jusqu'à présent n'a pas été dissous. C'est vrai que ça n'existe que de nom, donc je ne vais pas me permettre de mettre sa photo. Mais je vais clarifier des choses sur Tidiane Thiam et je le ferai très rapidement. Que les gens arrêtent de dire que Tidiane Thiam, il n'est pas aux ordres de la France. Moi, je peux tout accepter. Mais ça là, je suis désolé. Je suis désolé. Allez lire le livre Le piège africain d'Emmanuel Macron, page 230. Le piège africain d'Emmanuel Macron, qui a été écrit par Antoine Glaser. Allez lire à la page 230. C'est écrit noir sur blanc que Macron a décidé d'apporter un coup de main politique, de donner un coup de main politique à Tidiane Thiam pour faire de lui le président de la Côte d'Ivoire un jour. Donc, je veux dire que quand vous avez quelqu'un comme ça à la tête de votre parti, là, sachez que il ne peut rien faire sans consulter Emmanuel Macron. Ça fait un. Est-ce qu'on se comprend? Premier point. Autre chose, c'est que Tidiane Thiam lui-même, à un moment donné, il a renié la nationalité ivoirienne. Comment comprendre que le gars, il a été nommé ministre sous Bédié, sous le président Henri Konan Bédié, paix à son âme. Un papa que j'aime bien, que j'ai beaucoup aimé. Quand il y a eu le coup d'État en 1999, Tidiane Thiam a quitté la Côte d'Ivoire. Il a remis les pieds en Côte d'Ivoire 21 ans plus tard. Quelqu'un qui était ministre en Côte d'Ivoire. Ah, vous-même, est-ce que vous trouvez ça normal? Bédié même, là,
qui était président de la République, qui a vécu le coup d'État, qui lui-même encaissé, il a été celui-là même qui a encaissé directement le coup d'État. Mais 6 ans plus tard, Bédié était dans l'arène politique en créant le RHDP avec Alassane Ouattara. Bédié a mené le combat à sa manière, il avait sa vision, je ne vais pas revenir là-dessus, il a fait ce qu'il pouvait. Après, Ouattara l'a trahi, mais Bédié, mais Tidjane Thiam n'était pas là tout ce temps. Il faisait ses trucs, il était interviewé même. Si des gens osent dire que ce qu'on est en train de dire là, c'est faux. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu sortir les éléments, mais demain, là, si vous voulez, je vais vous sortir les vidéos, les interviews où Tidjane Thiam était en train de rabaisser sa nationalité, la nationalité ivoirienne, comme rien en fait. Sur un plateau télé français, ils lui ont demandé, mais vous avez été ministre en Côte d'Ivoire, et puis bon, il dit oui, mais là-bas, ouf, la politique ivoirienne, c'est pas la peine, voilà. Et puis, les gens lui ont dit, mais est-ce que vous comptez être français ou bien le journaliste lui a posé une question bizarre. Et il a répondu, mais avec condescendance, avec zèle, en rabaissant une fois de plus la nationalité ivoirienne. Et Tidjane Thiam se vantait d'être français. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être français. Mais du jour au lendemain, tu ne peux pas venir là, faire la politique ivoirienne et puis faire croire aux gens que oui, toi tu as trop aimé la Côte d'Ivoire et puis commencer même à traiter les Occidentaux des racistes, tout et tout. Mais attends, tout ça c'est incohérent. Il a pu endormir le PDCI. Bon, après le PDCI aussi, c'est un parti politique qui n'aime pas combattre. Voilà. Les plans de la France dans 2030, c'est Tidjane Thiam. Ah là, ben il peut rêver, hein. Moi je le dis, il peut rêver. Parce que vous ne savez pas ce qui est en train de se préparer. Nous autres, on ne veut plus trop parler sur les réseaux. Voilà. Mais il y a quelque chose de sérieux qui se prépare en ce moment en Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas ça venir. Mais ça va vous surprendre. Même ce gouvernement, ils seront surpris. Mais je vais parler, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous verrez. Voilà. Mais Tidjane Thiam, il a amadouillé le PDCI. Il a été imposé à la tête du PDCI simplement parce qu'il a un carnet d'adresse. Et ce carnet d'adresse-là ne lui a pas permis de conduire le PDCI à la tête de reconquérir le pouvoir d'État. Ça ne lui a pas permis de conduire le PDCI au palais présidentiel. Il a échoué. Il est allé légitimer ce pouvoir dictatorial en disant à son parti, allons aux législatives. Ça donne quoi comme résultat? 32 sièges au Parlement. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Donc, effectivement, il y a en ce moment des tractations entre Paris et Abidjan. Et Tidjane Thiam, mais prend part à ces tractations-là, il ne prend pas aux échanges. Ils sont en train de manœuvrer pour faire un rapprochement entre le RHDP et le PDCI. C'est lui qui est l'actuel président du PDCI. Il a sa vision. Il a sa lecture des choses. Il peut faire ce qu'il veut. Mais je demande pardon aux militants du PDCI. Arrêtez de vous ridiculiser sur les réseaux sociaux. Je vois une petite fille du PDCI qui s'est fait appeler des Thiam ou quoi. Qui parle blablabla, qui débite. Elle raconte n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Tout le monde peut raconter sa vie. Tout le monde peut, voilà, tout le monde est devenu, comment dirais-je, politologue. Ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Moi-même, là, j'encourage même les gens à s'engager. Mais quand on veut s'engager, il faut quand même avoir un minimum de connaissances. Surtout quand on veut prendre la parole dans l'espace public. Quand on veut prendre la parole sur la place publique, il faut avoir un minimum de connaissances. Parce que cette petite-là, elle raconte n'importe quoi. Oui, voilà, vous avez dit, vous pensez que la politique, là, c'est le truc de quartier, là, où on s'assoit, là, et puis on appelle ça comme un béret. Vous pensez que c'est ça, la politique? Regardez le parcours de Tidjane Thiam. Tidjane Thiam, c'est quelqu'un qui sert la France. Il n'y a rien à dire. Il sert la France. Donc, de quoi vous parlez? Vous allez défendre quoi? Tidjane Thiam est en train de vendre le PDCI au RHDP. C'est ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire.
Voilà, donc vraiment, courage au PDCI parce que oui, il y a des militants, quand je le dis, il y a des militants du PDCI qui ne sont pas d'accord avec cette posture-là d'étudiant qui consiste à aller s'allier, comment dirais-je, au RHDP. Ils ne sont pas d'accord. Donc pour le moment, ils tourneront, mais à coup sûr, Ouattara fera son gouvernement. Et à coup sûr, vous allez connaître la vérité. Mais ce que moi je sais, c'est que oui, il y a un rapprochement en ce moment dans les coulisses entre le PDCI et le RHDP. Voilà. C'est ce que je sais. C'est l'information que je suis venu vous donner. Tidiane Thiam, à travers même sa démarche, on sent qu'il n'a pas l'amour de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas l'amour. C'est-à-dire, il voit la Côte d'Ivoire comme une entreprise. Il voit la Côte d'Ivoire comme, comment dirais-je, une société, voilà, qu'il peut présider au fait. Et puis ça va lui permettre de briller, ça va lui permettre d'être un peu plus important dans ce monde-là. Ça va lui permettre d'être au sommet du monde. C'est ça, en fait. Tu es président de la République. Quelqu'un qui a subi des humiliations en Suisse. Il a dit qu'il n'a pas été bien traité en Suisse, tout ça. Donc, c'est cette frustration-là qu'il a. Donc, un bon matin, ceux qui l'ont humilié là-bas, quand ils vont apprendre que le gars, il est devenu président de la République, c'est une fierté, ça serait une fierté pour lui. Mais est-ce que c'est vraiment pour les Ivoiriens que Tidiane Thiam veut être président? Je ne pense pas. Sinon, si c'est vraiment pour les Ivoiriens que Tidiane Thiam veut être président de la République, tous ces jeunes qui ont perdu la vie à Yamoussoukro, est-ce que Tidiane Thiam a envoyé une délégation là-bas, à Yamoussoukro, le fief du PDCI, le village des Nanon Fouet-Boigny, pour les obsèques? Est-ce que Tidiane Thiam lui-même, il est allé se recueillir là-bas? Est-ce qu'il fait partie de ceux qui ont dit ici, il nous reste 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire n'a pas encore été libérée. Tidiane Thiam a déjà abandonné le combat. La Côte d'Ivoire est dans une dictature qui ne dit pas son nom. Tidiane Thiam a déjà tourné le dos à la Côte d'Ivoire qui résiste. Quel genre de leader est-il? Quel genre de leader est-il? Et à la jeunesse du PDCI, prenez-vous au sérieux. Prenez-vous, peut-être vous ne connaissez pas l'histoire de votre parti. Jeunesse du PDCI, vous ne connaissez pas l'histoire de votre parti. Pour vous, parce que quand je regarde, pour vous, le PDCI, c'est l'aristocratie. Le PDCI, oui, c'est les chocos. Le PDCI, c'est... Vous n'avez rien compris. Hein? Le PDCI, à la base, le PDCI, là, est un parti de gauche, est un parti communiste. Les communistes, regardez le pays, il y a 2 pays en ce moment communistes. Quand on dit des vrais pays communistes, il y en a 2 dans ce monde-là. La Corée du Nord et puis Cuba. Ce n'est pas les pays les plus développés économiquement. Mais dans ces pays-là, l'homme est au centre de tout. Voilà. Il y a le leader et puis les autres, là, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un, comme on a tendance à le dire dans le jargon ivoirien. Ça veut dire que tout le monde est au même niveau. Ça, c'était ça le PDCI. Oufoué même était un syndicaliste. Il se battait pour les planteurs, il faisait tout. Et à la base du PDCI, oui, était proche des partis communistes occidentaux. Pas qu'occidentaux, mais également des partis communistes, comment dirais-je, russes, et ainsi de suite. Ils étaient vraiment dans la grande famille communiste. Donc, à l'époque, les Français, la France capitaliste, la France de droite, voyaient ça d'un mauvais œil. Je dis non, mais ceux-là, ils vont nous emmerder parce qu'on était dans cette logique, comment dirais-je, du monde bipolaire, cette logique de guerre froide, les choses comme ça. Voilà. On venait de, comment dirais-je, c'était après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y avait 2 blocs, c'est-à-dire déjà les Américains, avec certains pays occidentaux, les Russes aussi, donc c'était dans cette logique cacophonique là, dans le contexte historiquement nous étions, et chaque bloc voulait d'une certaine façon faire prévaloir son hégémonie.
Donc, il fallait se démarquer. Soit toi, tu es où? Tu es avec nous, ou bien tu es avec eux, ou bien. Donc, ces deux blocs-là se distinguaient de par leur idéologie. Voilà, de par leur idéologie politique. Le communisme d'un côté et puis de l'autre côté le capitalisme. C'était le capitalisme et le communisme qui s'affrontaient, en fait. Donc, Oufoué, lui, il était communiste parce que à l'époque, un communiste, c'est celui qui se bat pour le peuple. Donc, c'est ce que Oufoué faisait. Il était syndicaliste. Et les gens l'ont combattu. Et des Occidentaux, la France, à l'époque, l'a combattu. Et Oufoué s'est soumis. Il était obligé de tourner le dos à ses camarades. Il était obligé de se soumettre parce qu'il a vu qu'il ne pouvait pas. C'est quand Oufoué s'est soumis, là, ils lui ont dit d'accord, ok, donc toi, on va vous donner l'indépendance. Voilà, on va vous donner l'indépendance. Bon, voilà, et il y avait aussi beaucoup de pays africains qui ont obtenu l'indépendance dans cette même période-là, dans les années 60. On va vous donner l'indépendance et toi, tu seras président de la République. Il était imposé en tant que président de la République Oufoué. Ils l'ont désigné président de la République. Premier président de la République de Côte d'Ivoire. Il y avait une administration coloniale. Donc d'abord, vous comprenez, j'ai dit ça pour que vous puissiez comprendre que idéologiquement, le PDCI même est un parti de lutte, est un parti communiste à la base, de façon originelle. Ça, c'est ça l'identité politique du PDCI de façon originelle. Un parti communiste, un parti de lutte. C'est quand il y a eu l'indépendance de la Côte d'Ivoire et que il fallait mettre en place une administration gérée par les Ivoiriens. Il fallait former des cadres ivoiriens et autres. C'est comme ça que Oufoué, il a commencé, il a envoyé pas mal d'étudiants, pas mal de jeunes en Europe pour se faire former, voilà, de sorte à acquérir des compétences et revenir en Côte d'Ivoire pour servir le pays. Mais sur place, le processus de transition devait se faire progressivement. Il y avait une administration coloniale sur place. Il fallait remplacer cette administration-là. Mais elle ne pouvait pas partir tout d'un coup parce que, bon, voilà, tous les Blancs qui étaient là, je vais faire ça tout simple. Tous les Blancs qui étaient là, le lendemain, on dit, bon, la Côte d'Ivoire est indépendante le 7 août 1960. Donc, le 8 août 1960, eux tous, ils doivent quitter la Côte d'Ivoire. D'accord. Ils vont quitter la Côte d'Ivoire, mais ceux qui vont les remplacer, est-ce qu'ils sont compétents? Est-ce qu'ils ont la capacité, par exemple, de faire fonctionner l'administration correctement? Est-ce qu'ils ont la compétence pour ça? Non. Donc, ça devait se faire progressivement.